France Inter. Secret d'info, Mathieu Aron. Soyez bénis, grand Boigny, la jeune Côte d'Ivoire vous remercie. Soyez loués, grand Boigny, la jeune Côte d'Ivoire vous remercie. Les morts n'ont pas droit à la parole. C'est donc après moi que ceux qui me survivront chercheront celui qui a le profil nécessaire pour cette succession. Le vieux a eu le temps d'enterrer beaucoup de dauphins. Vraiment, nous n'avons jamais songé à notre successeur. La voix de l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, surnommé le Vieux, le message est clair, pour ma succession, vous verrez ça après ma mort. Celle-ci est intervenue en décembre 93 et Houphouët-Boigny a laissé derrière lui une immense fortune. Une fortune qui a fait tourner pas mal de têtes, c'est ce que l'on va voir avec vous, Benoît Colomba, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Déjà, est-ce qu'on connaît le montant au moins approximatif de cette fortune? Oui, on en a une petite idée. Cette fortune est évaluée entre 7 et 11 milliards de dollars. Houphouët-Boigny était l'un des chefs d'État les plus fortunés au monde. Et pour Secret d'Info, vous avez donc enquêté sur ce qui est devenu cet impressionnant pactole. Mais d'abord, un mot pour que l'on comprenne bien les choses. Rappelez-nous le contexte politique dans lequel se déroule cette histoire. Alors après la mort d'Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire s'enfonce dans la crise, coup d'État, guerre civile, contestation électorale. En 2000, c'est l'ex-opposant Laurent Gbagbo qui est élu à la présidence ivoirienne. 11 ans plus tard, Gbagbo est chassé du pouvoir avec l'aide de la France à l'issue d'affrontements sanglants avec des rebelles, partisans d'un autre candidat, Alassane Ouattara. Gbagbo finalement est arrêté et Alassane Ouattara lui succède donc à la présidence ivoirienne. Malheureusement, les derniers jours ont été difficiles, mais soyez sereins. La Côte d'Ivoire sera désormais en paix. Mais derrière cette histoire politique mouvementée, il y a une autre histoire, c'est celle d'une bataille féroce pour accaparer la fortune de Félix Houphouët-Boigny. Alors, on commence par le début. Déjà, d'où elle vient, cette fortune? De la filière café-cacao, essentiellement parce que, avant de devenir le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante en 1960, Félix Houphouët-Boigny dirige l'une des plus importantes plantations du pays, comme l'explique l'historien Jean-Pierre Batte. On oublie très souvent que d'abord, c'est un grand planteur, c'est un grand propriétaire. Il avait des plantations dès les années 40. On voit encore les plantations parfaitement vertes tout autour, très bien entretenues encore aujourd'hui. À Yamoussoukro, donc à son village, il y avait en fait cette économie qui fonctionnait en permanence et qui ne cessait de s'accroître et donc augmenter la rente. D'ailleurs, une grande partie de la richesse de l'État ivoirien par la suite viendra de la filière café-cacao. 80% du commerce du cacao mondial dans les années 60 provient de Côte d'Ivoire. Donc il y a véritablement un or brun en Côte d'Ivoire et Houphouët-Boigny est un des planteurs les mieux placés du pays. Et aujourd'hui encore, la Côte d'Ivoire reste le premier producteur mondial de cacao. Une fortune qui vient donc de la filière cacao, mais cet argent ensuite il va servir à quoi, Benoît? Eh bien, à se constituer un important patrimoine immobilier, notamment à Paris, raconte l'ancien rédacteur en chef de la Lettre du Continent, Antoine Glaser. Il avait un de ses conseillers, un conseiller français de l'époque, qui avait été chargé d'investir dans l'immobilier. Ça a commencé avec l'hôtel particulier de la rue Masseran. Et autour de la rue Masseran, on ne connaît même pas exactement le nombre d'appartements qu'il a achetés pour ses enfants, pour des parents. Et en même temps, ça s'est étendu tout autour de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ça a commencé avec l'ambassade de l'avenue Raymond Poincaré. Ils ont racheté tous les immeubles autour. Ils ont acheté des hôtels particuliers. Il allait beaucoup à Marne-la-Coquette, où il avait acheté 17 villas. Enfin, il était quasiment le premier, il était l'un des principaux propriétaires de l'immobilier parisien. C'était vraiment impressionnant. Et au sein de cet empire immobilier, il y a certaines pépites, comme par exemple, on vient de l'entendre, l'hôtel particulier de la rue Masseran. Oui, un hôtel du XVIIIe siècle, 3000 mètres carrés dans le très chic 7e arrondissement de Paris. Un petit bijou dont les murs ont finalement été récupérés par l'État ivoirien. À l'intérieur se trouve également un trésor, du mobilier luxueux et des tableaux de grands maîtres. Un trésor vendu aux enchères en 2008, 7,5 millions d'euros.
Question, c'est 7,5 millions d'euros. Ils sont allés dans quelle poche? Bon, alors officiellement, ils ont servi à financer les travaux de remise en état de l'hôtel Masseran, sauf que certains enfants d'Houphouët-Boigny estiment avoir été spoliés dans cette histoire. Selon Isabelle Coutempère, l'ancienne avocate de l'une des filles du président ivoirien, le président Laurent Gbagbo n'aurait jamais dû organiser cette vente. Sous la période de Gbagbo, ils ont carrément fait du racket, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de vendre ces meubles. J'ai donc demandé d'abord à M. Gbagbo de restituer à Hélène Houphouët-Boigny sa part de 1/7. Je n'ai pas eu de réponse. Et puis quand le président Ouattara a été élu, j'ai à nouveau demandé et il n'y a pas eu de réponse. Il est complètement anormal que tout le monde ait vécu richement sur la fortune d'Houphouët-Boigny et que Hélène, qui était ma cliente, n'avait plus de quoi vivre. On ne veut surtout pas aller rechercher ce qui s'est évaporé. Et puis il y a un autre exemple d'argent évaporé, une villa d'Houphouët-Boigny à Genève. Elle est vendue 12 millions d'euros par l'État ivoirien en octobre 2007. Ah oui, c'est ce qu'on peut appeler une belle villa, hein, Benoît. C'est une très belle villa. Alors, qui a touché l'argent de la vente? Mystère. En tout cas, ce n'est pas le trésor public ivoirien, puisque les fonds ont été versés sur un compte ouvert à la Société Générale à Paris, au nom de la présidence ivoirienne. Alors il y a les tableaux, les meubles, les immeubles, et encore ce n'est qu'une toute petite partie de la fortune d'Houphouët-Boigny. Oui, parce que ces milliards ont été placés dans des coffres en Suisse dans les années 50, à la banque UBS principalement, et chez Citibank. Et d'ailleurs, Houphouët-Boigny n'en faisait pas mystère, se souvient Antoine Glaser. C'est vrai que quand on l'attaquait un peu là-dessus, en disant qu'il y avait beaucoup d'argent en Suisse, il disait mais quelle est la personnalité, quel est l'homme sérieux qui n'a pas de compte en Suisse? Donc il ne niait absolument pas d'avoir des comptes en Suisse. Et quand on le poussait un peu, il parlait un peu d'une façon nasillarde, il disait mais moi je suis né dans l'or, je suis né dans l'or. Et le souci, Benoît Colomba, c'est que tout cet or, il va aiguiser bien les appétits. Bah oui, d'autant qu'il n'y a pas de testament officiel du président ivoirien. Alors l'affaire vire au règlement de compte familial avec toute une série d'intermédiaires, de notaires, d'avocats français ivoiriens qui se sont peut-être servis au passage. Vous nous dites règlement de compte familial, qu'est-ce que ça veut dire? Un bras de fer qui s'installe entre la veuve du président ivoirien Marie-Thérèse Houphouët-Boigny et les 4 enfants d'un premier mariage d'Houphouët. La veuve du président ivoirien estime avoir été dépossédée de sa part d'héritage. En 2013, elle dépose plainte en France, une plainte pour faux, recel d'escroquerie, recel de succession, et elle s'appuie notamment sur plusieurs documents manuscrits dans lesquels son mari déclare lui léguer une partie de son argent, des documents que Félix Houphouët-Boigny avait pris soin de confier à un notaire à Genève, documents que nous avons retrouvés. En voilà un extrait. Le contenu du coffre 674 de l'Union des banques suisses à Genève doit parvenir, après ma mort, à ma femme Marie-Thérèse ou à ses héritiers. Fait à Genève, de ma main, le 27 juillet 1970, Félix Houphouët-Boigny. Alors, une interrogation, le contenu de ce mystérieux coffre 674, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a été vidé et l'avocat de la veuve du président ivoirien, Jean-Paul Baduel, n'a guère de doute sur ce qui s'est passé avec ce coffre. Nous avons appris l'identité de la personne qui avait pillé les comptes. Je dis bien pillé parce que elle a agi en pleine connaissance de cause, sachant que ces comptes faisaient partie de legs destinés à sa belle-mère. Il s'agit de Marie Houphouët-Boigny, la première fille du défunt président. Ce pillage porte sur 2 comptes en banque et le contenu d'un coffre, et on peut imaginer dans un pays où l'or est quand même une production nationale, que le contenu du coffre avait une valeur hors norme. Vous comprendrez qu'il y ait des concupiscences, mais qui sont aussi des jeux destinés à finir de spolier ma cliente. Elle a été totalement écartée de la succession. Il y a eu des courtisans qui ont utilisé des procurations, voire des fausses signatures, pour détourner les fonds ou pour faire fonctionner les comptes. Les comptes suisses. Les comptes suisses, parce que c'est extraordinaire. Vous êtes mort et les comptes continuent à fonctionner, envoyer de l'argent à gauche à droite. Il faudra des explications précises. Bon, c'est quand même assez hallucinant ce que raconte cet avocat. Que répond la fille Houphouët-Boigny face à ces mises en cause? Alors, nous avons essayé de joindre Marie Houphouët-Boigny qui habite à Neuilly-sur-Seine, sur place et par écrit, sans succès. Je précise que le gestionnaire de patrimoine français mandaté par les enfants de Houphouët-Boigny assure lui que tout s'est passé dans les règles. Et alors la plainte qu'a déposée l'avocat de la veuve, où en est-elle aujourd'hui? Eh bien, après 2 ans d'enquête préliminaire, le parquet de Paris vient de classer l'affaire, mais l'avocat Jean-Paul Baduel va redéposer une plainte afin qu'un juge d'instruction soit enfin désigné. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau.
Voilà donc pour la partie judiciaire de ce dossier. Revenons maintenant un petit peu en arrière et arrêtons-nous sur un autre personnage de cette histoire, la personne qui a géré le patrimoine d'Houphouët-Boigny. C'est une Française, elle s'appelle Dominique Folloroux. Alors l'histoire commence dans les années 80 en Côte d'Ivoire. Cette Dominique Folloroux est mariée à un professeur d'économie. À la mort de son mari, elle décide de se lancer dans l'immobilier, soutenue par de hauts responsables ivoiriens comme par exemple le gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Félix Houphouët-Boigny décide de confier à Dominique Folloroux la gestion de son immense patrimoine. Elle entre donc dans le premier cercle du président ivoirien. Mais Dominique Folloroux ne s'est pas contenté de gérer sa fortune, explique le journaliste spécialiste de l'Afrique à l'Express, Vincent Hugeux. Sur la recommandation du vieil Houphouët, eh bien, le président gabonais, Omar Bongo Ondimba, va lui aussi lui demander de veiller sur la gestion de son colossal patrimoine. Et elle va donc créer des agences dans le sud de la France, Cannes, Mougins, dont elle est en quelque sorte une citoyenne d'honneur. Elle y est installée dans une villa fort cossue depuis un certain temps. Et puis des agences donc Côte d'Ivoire, Libreville, Gabon, et puis aussi Ouagadougou, Burkina Faso. Bon à nouveau, c'est un véritable empire immobilier qui nous est décrit. C'est sûr, et pour gérer cet empire, Dominique Folloroux est donc à la tête d'une agence baptisée AICI, Agence internationale de commercialisation immobilière. Au sein du fichier client de son agence figure un certain Alassane Ouattara, qui travaille alors au FMI et devient ensuite gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. En 1990, Alassane Ouattara devient Premier ministre d'Houphouët-Boigny, sa carrière politique décolle. Un an plus tard, il se marie avec Dominique Folloroux, qui devient donc Dominique Ouattara. Il se marie dans le 16e arrondissement de Paris. Gérer le patrimoine d'Houphouët-Boigny, c'est un accélérateur de carrière, on l'aura bien compris. Mais il y a aussi des questions qui se posent sur la gestion du patrimoine. Et sur les honoraires qui sont versés dans les années 80 à Dominique Folloroux pour gérer ce patrimoine. Certains flux financiers intriguent l'ancien conseiller de Laurent Gbagbo, Bernard Oudin. On a retrouvé la trace effectivement dans le cadre de la succession d'Houphouët-Boigny, dans un de ses comptes qui est à l'Union des banques suisses, UBS, sur une période assez courte, qui est sur 28 mois, où il y a à peu près l'équivalent de 24 millions de francs français qui sont transférés entre le compte d'Houphouët-Boigny et le compte de Madame Folloroux à l'époque. Et d'ailleurs sur des comptes qui sont ou à Sanary, c'est-à-dire en France, ou à Monaco, ou directement à Genève, à la Société de banque suisse. Si c'est la rémunération de ces activités de gestionnaire des comptes du patrimoine d'Houphouët-Boigny, pourquoi ça atterrit sur son compte personnel et pas celui de l'entreprise qui gère? Un des virements d'Houphouët-Boigny atterrit sur le compte d'un des frères de Madame Folloroux, qui est à l'époque médecin dans une petite ville dans la banlieue de Saint-Étienne. Donc pourquoi on vire 2 400 000 francs français de l'époque à ce brave médecin? Alors moi j'appelle ça solidarité familiale. Solidarité familiale, le terme est assez pudique parce que ce conseiller de Laurent Gbagbo, il accuse. Que répond Dominique Folloroux, qui est devenue Madame Ouattara, Benoît Colomba? Alors nous avons contacté évidemment son chargé de communication, Brahima Koulibaly. Nous lui avons envoyé par mail une liste de 11 questions très précises qui reprend les principaux points de notre enquête, et voici sa réponse. Nous ne comptons pas donner suite aux questions que vous posez, dans la mesure où ces dernières sont orientées, insidieuses et diffamatoires dans leur énoncé. Bon, on a compris, on n'aura pas de réponse. Cela dit, Dominique Ouattara, ce n'est pas seulement une femme d'affaires, c'est aussi une femme d'influence. Oui, parce que parallèlement à ses affaires, elle fait du lobbying politique pour promouvoir son mari auprès des partis politiques français, à droite comme à gauche. Et il y avait un sacré travail à faire, explique le spécialiste des affaires africaines, Antoine Glaser. Alassane Dramane Ouattara était considéré comme un monsieur is no good à Paris. Il est considéré comme un pro-américain dans les milieux gaullistes chiraciens et considéré que c'était vraiment le type c'est le directeur général du FMI, anglo-saxon, un homme du Nord, musulman. Personne ne voulait entendre parler d'Alassane Ouattara. Du côté des réseaux socialistes, Alassane Dramane Ouattara, c'est l'homme du FMI, c'est un homme de droite proche de Sarko. Et c'est vrai que Dominique Ouattara, c'est vraiment elle qui a fait l'essentiel finalement du travail de lobbying, d'influence en France. Et Dominique Ouattara est notamment proche de l'ex-première dame, Cécilia Sarkozy. Elle connaît les milieux d'affaires. Martin Bouygues, par exemple, le roi du BTP, était présent à son mariage. Mais elle a aussi ses entrées côté socialiste. Alors officiellement, à la fin des années 90, le PS soutient le camarade Laurent Gbagbo, futur président de la Côte d'Ivoire. Mais dans la coulisse, c'est une autre histoire. Le député socialiste et membre de la commission des affaires étrangères, François Loncle, en a été le témoin. Dominique Ouattara, elle a visé les deux personnes qu'il fallait à l'époque.
à gauche, c'est-à-dire en raison de leurs compétences économiques, en raison de leur réseau d'influence eux-mêmes, à savoir Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. Et moi, ça m'avait frappé qu'à l'époque où le Parti socialiste soutenait Laurent Gbagbo, officiellement, il y ait deux des plus éminents membres du Parti socialiste dont l'influence était et reste très connue, notamment dans les milieux financiers, économiques, entreprises, etc. Et elle vise exactement juste, et probablement elle les convainc, puisque manifestement, moi je me suis rendu compte que Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn, à cette époque, étaient ouattaristes, si j'ose dire. Elle a un savoir-faire lobbyiste qui est absolument remarquable. Elle les a convaincus que l'homme d'avenir, en Côte d'Ivoire, c'était Alassane Ouattara. Elle semble vraiment très douée, cette Dominique Ouattara. Et précisons qu'elle est également très proche de la communicante Anne Méo, présidente de la société Image 7, qui conseille une grande partie des patrons du CAC 40. Gestionnaire de fortune, lobbyiste, et ses talents ne s'arrêtent pas là. Parallèlement à son agence immobilière, Dominique Ouattara rachète des franchises, des salons de coiffure Jacques Desange aux États-Unis. Elle investit également dans certains médias, comme Radio Nostalgie en Côte d'Ivoire. Et si aujourd'hui elle ne dirige plus directement ces sociétés, les membres de sa famille ne sont jamais loin, explique Vincent Hugeux, qui a rencontré Dominique Ouattara pour son livre Reine d'Afrique, le roman vrai des premières dames. C'est une femme d'affaires saisie par le démon de la politique et qui a mesuré à quel point la synergie entre la réussite dans le business et l'ascension de l'homme de son choix pouvait être efficace. Encore aujourd'hui, même si formellement, elle a dû renoncer à la demande de son époux, dit-elle, à ses fonctions économiques et business, elle dit, moi, la gestion de patrimoine immobilier, le conseil, ça me fait encore palpiter aujourd'hui et j'y reviendrai un jour ou l'autre. Mais au fond, elle n'aura pas à y revenir. Elle n'a jamais vraiment quitté cet univers. Pourquoi? D'abord parce qu'elle garde un œil, sinon les deux, sur ses affaires, notamment immobilières, en Afrique et ailleurs. Et aussi parce que quand elle a délégué au premier cercle. Une fille, s'agissant de l'immobilier notamment, un fils, très engagé dans le trading café-cacao, mais qui a aussi des intérêts au niveau de Radio Nostalgie, et puis des frères, dont un d'ailleurs est médecin à Hyères dans le Var, et qui se retrouve à la tête d'une société commerciale. Et un autre frère de Dominique Ouattara a décroché un contrat pour la réhabilitation de la présidence ivoirienne. Une véritable entreprise familiale donc, qui se double d'une intense activité dans les bonnes œuvres. Et à travers sa fondation d'aide à l'enfance, Children of Africa, dont la marraine est la princesse Ira de Fürstenberg, Dominique Ouattara organise régulièrement des dîners de gala avec des stars du sport, de la musique ou du cinéma, et elle prend régulièrement la parole comme ambassadrice de cette fondation, comme le 27 août dernier lorsqu'elle est invitée d'honneur à l'université d'été du MEDEF. Mesdames et messieurs, je souhaiterais avant tout remercier Monsieur Pierre Gattaz, président du MEDEF, ainsi que les organisateurs de cette 17e université d'été, pour m'avoir convié à ce bel événement, me donnant ainsi l'opportunité de m'exprimer sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que vous appelez à juste titre formidable jeunesse. Formidable jeunesse, belle parole, beau discours, mais il y a aussi la réalité. Et la réalité en Côte d'Ivoire, Benoît Colomba, ça commence et ça finit toujours par l'économie du cacao. Oui, et dans ce secteur, il y a une société de courtage en matières premières qui joue un rôle central. Elle s'appelle Armadjaro. Elle a réalisé de juteuses culbutes financières pendant la crise ivoirienne en jouant sur les cours du cacao. Son responsable, un Britannique, était aux premières loges après la victoire d'Alassane Ouattara. Et là encore, on retrouve bien des liens familiaux. Oui, le fils de Dominique Ouattara a longtemps été le directeur Afrique de cette société, Armadjaro. Alors, il faut dire que le cacao a toujours été le nerf de la guerre en Côte d'Ivoire. Cette filière a servi de tiroir-caisse pendant la guerre civile, du côté des partisans de Laurent Gbagbo, bien sûr, mais aussi des rebelles proches des Ouattara, comme l'explique la journaliste Fanny Pigeot, auteure du livre France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée. Les fameux rebelles qui ont attaqué le régime de Laurent Gbagbo en septembre 2002 sont très proches de la famille Ouattara, de Alassane Ouattara et de Dominique Ouattara. Ce qui est intéressant, c'est que là, eux aussi ont gagné énormément d'argent par cette rébellion, puisque pendant les 8 années pendant lesquelles ils ont contrôlé 60% du territoire ivoirien, ils ont fait des grosses fortunes en trafiquant le cacao et d'autres matières premières comme l'or. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces chefs de guerre, et aussi que le chef politique de l'époque, Guillaume Soro, sont à des postes importants de pouvoir. Guillaume Soro est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale et il y a aussi un certain nombre de ces ex-chefs de guerre qui, eux, sont à des postes importants au sein des services de sécurité ou même ont été nommés préfets. Là aussi, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de business fait dans le cacao.
Bon alors Benoît Colomba, pour conclure, est-ce qu'on sait finalement où sont passés les 11 milliards de la fortune d'Houphouët-Boigny? Bon, tout ça reste encore très nébuleux, bien sûr. À la suite d'une plainte contre UBS en Suisse, des investigations ont tout de même été menées, mais de manière limitée sur certains siphonnages de comptes. Félix Houphouët-Boigny avait aussi des comptes aux États-Unis, en Amérique du Sud. Il avait également des liens financiers avec la sulfureuse banque Ambrosiano, liée à la Banque du Vatican. Beaucoup de travail en perspective si un juge d'instruction reprend un jour ce dossier. Merci beaucoup Benoît Colomba pour cette enquête sur les milliards envolés d'Houphouët-Boigny. Une enquête qui est à retrouver bien sûr sur notre site franceinter.fr ou sur la page Facebook de Secret d'Info. Dans un instant, on va rester en Côte d'Ivoire pour une seconde enquête sur une mine d'or clandestine qui sert entre autres les intérêts des rebelles proches de Ouattara dont on vous parlait il y a une seconde.